La dynamique sociale s'opère par un apport de chaque individu ou chaque groupe selon sa composition. Au sein de ces différents groupes, il existe une catégorie d'individus dont nous voyons rarement les actions que ceux-ci posent dans la perspective évolutive. Il s'agit de l'élite. Pour l'anthropologue Paul Abouna, il faut comprendre la considération d'une élite à partir de l'approche des philosophes Platon et Henri Bergson. Platon, dans la République, avait un mythe qu'on a appelé le mythe de la caverne. Et ce mythe-là décrivait l'existence des individus dans une caverne où ils étaient pratiquement enchaînés. Et une caverne escarpée avec une pente. Et l'un de ces individus-là a réussi à se libérer de la caverne et d'accéder au monde qui était immédiatement au-dessus de la caverne que Platon appelle le monde des idées. Le monde des idées. Qui est comme un monde paradisiaque, un monde où il y a pratiquement tout ce dont on peut avoir besoin. Et lorsque ce monsieur qui se libère de la caverne accède au monde des idées, il se rend compte du bien qu'il y a au niveau de ce monde-là et prend la décision de redescendre dans la caverne pour annoncer cette bonne nouvelle à ses frères et pour les libérer. Pour les libérer des chaînes de la caverne. Donc c'est un discours qui a une double dialectique. La dialectique ascendante, c'est-à-dire les efforts faits par cet individu-là pour accéder au monde des idées ou bien, et la seconde dialectique, la dialectique descendante qui consiste de descendre dans la caverne pour libérer ses frères prisonniers. Exerçant dans plusieurs domaines, notamment la politique, l'économie, la recherche, le social et le culturel, l'élite se positionne comme ce modèle appelé à hisser les autres et la génération d'après. Ayant bravé l'adversité de la vie, ce dernier se construit au gré de ses efforts et de ses moyens. Cette élite-là donc se retrouve dans différents domaines. Celui qui a réussi à le faire dans le domaine du sport, il devient donc membre de l'élite sportive. Celui qui a réussi à le faire dans le domaine intellectuel devient membre de l'élite intellectuelle. Celui qui a réussi à le faire dans le domaine économique devient membre de l'élite économique. Celui qui a réussi à le faire dans le domaine politique, il devient membre de l'élite politique. L'élite devient donc comme une poignée de personnes qui sont comme des élus. En réalité, c'est des élus de la vie, des gens qui ont triomphé d'un certain nombre de choses de la vie. Ce schéma-là, qui dans la philosophie platonicienne est vertical, on le retrouve dans la philosophie de Bergson, mais sur le plan horizontal. Parce que Bergson considère l'humanité comme une masse moutonnière médiocre. Quand on dit médiocre, ça veut dire que sur une échelle de 0 à 20, quand vous êtes médiocre, vous êtes entre 8 et 9 sur 20. Voilà donc l'humanité dans sa globalité, dans sa généralité. Elle est une bande moutonnière médiocre en général. Mais il y a un personnage qu'on appelle le héros bergsonien. C'est celui-là qui se détache de cette masse moutonnière-là pour se diriger, pour accéder à l'excellence. Il passe donc de la médiocrité à l'excellence. Et je crois que ça vous rappelle un ouvrage très célèbre d'un philosophe également célèbre camerounais, le professeur Njomole, de la médiocrité à l'excellence. En réalité, le titre de cet ouvrage-là résume la pensée philosophique de Henri Bergson, qui en réalité décrit en même temps ou définit en même temps ce qu'on peut considérer comme l'élite. Considéré au Cameroun comme un acteur politique destiné à ne servir que sa cause, l'élite dans les faits est celui qui construit son entourage pour l'épanouissement de tous. Contrairement à la perception de l'élite comme une figure politique qui se sert de la population, il est appelé comme le héros bergsonien à transformer ses semblables selon son domaine d'activité. Lorsque vous accédez au monde des idées, lorsque vous accédez à la richesse, lorsque vous accédez au bien-être, l'élite, l'élu ne se contente pas d'y rester.
Donc sa fonction normative consiste donc à aider ses frères à descendre dans la caverne pour libérer ses frères, les libérer de l'ignorance, les libérer de la pauvreté, les libérer d'un certain nombre de problèmes auxquels elles font face. Donc c'est ça la fonction de l'élite. Si vous êtes un intellectuel, il faut enseigner les ignorants. Si vous avez accumulé les richesses, il faut les partager et il faut montrer le chemin, la voie de l'accumulation à vos frères. Si vous avez des fonctions politiques, il faut aider la communauté à résoudre ces problèmes. Les problèmes de route, les problèmes d'électricité et parfois l'accès même à la fonction publique. Parce que l'accès à la fonction publique est éminemment assujetti aux fonctions politiques. Donc, ça, je crois que c'est la fonction normative de l'élite. Fonction normative, c'est-à-dire telle qu'elle doit être. Mais cette fonction normative, bien évidemment, peut être distante, peut être éloignée de ce que la réalité quotidienne donne souvent à voir. Si l'élite est un élu de la société, c'est parce qu'il est soumis à un ensemble de critères. Qu'il soit membre de l'élite intellectuelle, sportive, politique ou économique, c'est un acteur social qui inspire son entourage grâce à l'excellence qui passe par le travail. L'élite se distingue donc par ce premier critère qu'est l'excellence. L'excellence par le travail. Ça, c'est le premier critère, l'excellence par le travail. Il y a un autre critère qui est la traçabilité. La traçabilité. Vous savez, dans notre société, si on prend le cas des diplômes, il y a un culte au diplôme. Vous pouvez tricher pour avoir des diplômes. Vous pouvez déclarer que vous avez des diplômes dont on ignore la traçabilité. On ne sait pas quelles sont les universités que vous avez fréquentées. On ne sait pas où est-ce que vous avez eu des diplômes. Et vous savez qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont été, confondus. Ils ont fait des annonces, mais lorsqu'on va vérifier, on se rend compte que... Donc, il y a cette traçabilité-là qu'on peut avoir au niveau des diplômes. Cette traçabilité, il faudrait qu'on la ressente également au niveau économique. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des enrichissements sans cause. Vous voyez un jeune homme ou un monsieur, on vous dit il est millionnaire, il est milliardaire, mais vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas savoir comment il est fait pour partir, comment il a fait pour partir de son état de pauvreté antérieur à l'état de richesse qu'il va présenter ultérieurement. Donc il y a donc cette traçabilité-là. Et cette traçabilité, on peut également la retrouver sur le plan politique. Vous savez, nous sommes dans une société dont on se plaint parfois des membres de l'élite. On dit qu'il y a des élites parachutées. Il y a des promotions canapées. On nomme les ministres, on nomme les sénateurs, si on ne comprend pas comment vous avez fait, si la communauté à laquelle vous appartenez n'a pas une traçabilité, ne comprend pas comment vous avez fait pour accéder à une fonction d'élite, donc je crois que ça pose un problème. Donc il y a donc ces critères-là. Appartenir à une classe d'élite est également une question de temps. Le temps qui est pour lui un espace d'accumulation d'actions en vue d'inciter au développement participatif de la société. C'est alors une erreur de percevoir une élite comme cet individu qui, par le seul cumul de biens, circule de façon usurpée dans la conscience collective du peuple. On ne s'impose pas élite. C'est la communauté qui vous reconnaît comme tel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous verrez dans notre société, comme dans beaucoup d'autres sociétés, les gens qui ont usurpé ces titres, cette qualité-là, ont soit été vomis par la société, soit rattrapés à un moment donné ou à un autre de leur vie par ce qu'ils sont réellement. Soit ils décèdent, vivre heureux et mourir jeune, soit alors ils sont déchus de leur piédestal. Certains sont arrêtés, certains perdent leur richesse, ou alors certains sont pratiquement trahis par leur comportement quotidien. L'élite, c'est la vertu.
Vous ne pouvez pas être membre d'une élite et faire des partous. Vous ne pouvez pas être membre d'une élite et être criminel. L'élite ne verse pas le sang. Votre nom ne devrait même pas se retrouver, même en rêve, dans ce genre. Une élite ne criche pas. C'est-à-dire, il a volé, il a criché. Non, ce n'est pas ça l'élite. Donc, il faut vraiment être élu, je crois, au sens religieux du terme. Au-delà de cette approche normative, il s'observe des effets pervers qui naissent et confondent de la considération apportée à l'élite. Des organisations et sociétés mystérieuses qui construisent des idées reçues autour de ce concept. L'élite devient alors, suivant cette approche, quelqu'un qui distribue des biens accumulés autour de lui. Une approche très vite effacée par l'anthropologue. Ça ne fait pas partie d'aucun registre culturel. Il est bien vrai que les sociétés font différemment usage des biens qu'elles accumulent, mais ce n'est pas de cette façon-là. Il y a par exemple des consommations de luxe qui sont des sortes de gaspillage de l'argent, des consommations de luxe. Il y a également des cérémonies que les gens peuvent faire pour mettre en évidence les biens qu'ils ont accumulés au prix des efforts. Par exemple, si on prend le cas du Cameroun, les funérailles à l'ouest. Si vous allez là-bas, c'est des cérémonies qui peuvent coûter des centaines de millions. Mais ce n'est pas qu'on va se mettre à distribuer, mais c'est qu'on dépense l'argent de façon vraiment somptueuse pour une cause noble. Il y a des actes de charité. Vous pouvez, par exemple, il y a des gens qui lèguent leur fortune à des orphelinats. Donc ça, c'est des mécanismes vraiment culturellement connus. Si vous avez un deuil, vous dites, bon, vraiment, je vais enterrer mon père dans un cercueil de 5 millions. Personne ne vous en voudra. Donc c'est également une dépense somptuaire, mais qui est vertueuse. Si vous vous mariez, le mariage, l'alliance entre les communautés, donc vraiment, je me suis en train de me marier, je vais doter ma femme à 10 millions ou à 20 millions. Ça, c'est comme ça que la culture a prévu ce genre de dépenses-là. Non pas de se mettre en carrefour et à distribuer. Il y a également ce qu'on appelle en anthropologie le potelage. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une fille que vous allez doter dans une famille bien nantie. Cette famille-là vous reçoit. Et en retour, lorsque vous recevez donc cette famille-là, pour montrer que vous avez également des biens, vous faites peut-être des dépenses 2 fois beaucoup plus importantes. C'est comme ça qu'on gère ces affaires-là. Ce n'est pas en distribuant de l'argent. Vous comprenez? Et ça, il y a un concept pour désigner ça, le fait de l'ambivalence de la production. C'est-à-dire que la production n'est pas simplement destinée à une consommation rigoureuse. On produit parfois également pour distribuer, pour dépendre, pour gaspiller, comme on dit, mais dans des canaux, dans des canevas bien circonscrits. Être une élite relève du travail, de l'excellence, de sa contribution pour le développement participatif. Et être une élite, c'est se bonifier avec le temps. Le Cameroun en compte plusieurs, mais attention à se fier à ceux qui confondent l'élite à celui qui a procédé par auto-élection.